Bienvenue dans votre magazine hebdo, c'est la santé. Cette semaine, nous aborderons les nouveaux traitements pour le diabète, une maladie qui touche de plus en plus de monde. Aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes en France qui sont concernées. Dans le monde, 180 millions de personnes sont diabétiques et ça ne va pas s'arranger. On en prévoit 2 fois plus dans 20 ans. La recherche continue et de nouveaux traitements voient le jour. Où en sont-ils aujourd'hui? Quelles sont les perspectives d'évolution dans le traitement du diabète? Pour répondre à ces questions, 2 spécialistes sont avec nous sur ce plateau. Le professeur Denis Racah, endocrinologue à l'hôpital de Sainte-Marguerite, et Paul Escaras, infirmier de diabétologie à Sainte-Marguerite également. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Avant toute chose, il faut tout d'abord clarifier les esprits. Il existe 2 types de diabète, n'est-ce pas, professeur? Oui, tout à fait. Il y a le diabète de type 1, qui est le moins fréquent, qui touche plutôt une personne jeune, qui n'a pas de problème de poids, mais qui a une prédisposition génétique à cette maladie. En effet, cette prédisposition génétique fait qu'il va y avoir des anticorps qui vont être produits par l'organisme de cette personne et qui vont détruire les cellules de pancréas qui fabriquent l'insuline. Il n'y a qu'un seul type de cellule qui sécrète de l'insuline dans l'organisme et elle se situe dans le pancréas. Donc c'est le diabète de type 1 qui est aussi appelé diabète insulinodépendant, car le seul traitement possible pour celui-ci, c'est le traitement par insuline, puisque le patient n'en fabrique plus. Et justement, le reportage que nous allons tout de suite regarder concerne essentiellement donc les insulinodépendants ou diabétiques de type 1. Donc en fait, il s'agit d'un nouvel appareil qui permet de mieux réguler leur glycémie. Je vous propose de regarder ce reportage. Lorsqu'on est atteint de diabète, et pour éviter d'être en hypoglycémie ou en hyperglycémie, il faut faire quotidiennement des tests de glycémie capillaire en se piquant le bout du doigt. Lorsque le diabète n'est pas bien stabilisé, ces tests sont très nombreux et doivent aussi être réalisés durant la nuit. Avant, je faisais une multitude de glycémies, c'est-à-dire ça allait de 8, 10 à 12, 14 glycémies par jour en comptant la nuit, parce que j'étais extrêmement stressée. Et donc la nuit, je me réveillais et je vérifiais pour voir si j'étais pas en hypo ou en hyper afin de gérer le traitement. Aujourd'hui, il existe des lecteurs enregistreurs de glycémie en continu. Ces appareils offrent aux patients un bon suivi et une sécurité supplémentaire par rapport aux aléas de leur glycémie. Cette nouvelle technique de gestion de la glycémie en continu sur plusieurs jours permet automatiquement un enregistrement de glycémie qui peut aller jusqu'à 400 glycémies jour, donc une glycémie toutes les 5 minutes, sans que le patient n'ait rien à faire. Alors ces appareils, premièrement, ils sont constitués d'une électrode qui est fixée sous la peau en sous-cutanée avec une aiguille guide. Nous retirons l'aiguille guide. À cette électrode, nous fixons un capteur qui va transmettre toutes les données de la captation du glucose à un enregistreur de données. Et cet enregistreur de données va nous donner à la fois la glycémie en instantané, les courbes de tendance et des graphiques qui peuvent nous donner des références de glycémie antérieure. L'intérêt pour les soignants est d'avoir une image globale de la glycémie du patient, permettant d'adapter le traitement. Par exemple, si un patient il est constamment en hypoglycémie à 2 heures du matin, on va adapter son traitement pour diminuer l'insuline du soir ou sur sa pompe lui proposer un deuxième débit. Pour le patient, l'avantage consiste à suivre sa glycémie en instantané. Des flèches sur l'écran du lecteur le préviennent s'il se dirige vers une hypo ou une hyperglycémie. Donc quand vous consultez l'appareil, vous avez la glycémie qui apparaît et vous avez 1 ou 2 flèches en fonction de l'importance de la chute de la glycémie. Donc là, vous savez si vous agissez tout de suite ou un peu moins vite. Voilà. Je me sens sécurisée avec l'appareil. Quand je l'enlève, j'ai l'impression d'être sans rien, sans sécurité. Et donc je me repique de nouveau énormément en glycémie capillaire. La plupart du temps, la glycémie capillaire et la glycémie interstitielle, prise par l'électrode, sont corrélées, mais un décalage dans le temps d'environ 20 minutes peut exister. Il y a une différence de glycémie entre le sang interstitiel, qui est celui capté par les électrodes des enregistreurs,
et le sang capillaire que l'on prélève au bout du doigt. Donc on demande toujours aux patients de se référer à la glycémie capillaire. Mais dans l'éducation que l'on fait aux patients, on lui précise que d'utiliser surtout les flèches de tendance et pas de gérer la glycémie qui peut s'afficher. C'est les flèches de tendance qui doivent le faire réagir. Ces appareils permettent de maintenir un bon équilibre du diabète, diminuant et retardant ainsi l'apparition de complications. Paul Escaras, est-ce que cet appareil est douloureux? Ça dépend du ressenti du patient, parce qu'on est toujours dans l'appréhension et donc il y a des gens pour qui se piquer n'est pas un problème. Pour d'autres patients, il est difficile de se piquer et de se voir s'automutiler en fait. En pratique, avec les adaptateurs que l'on a pour faire pénétrer l'aiguille guide sous la peau, c'est indolore. D'accord. La technique doit être indolore ou très peu douloureuse. Et quel est l'avantage pour le patient de suivre sa glycémie en instantané finalement? Il y a d'énormes avantages, même si, comme on l'a vu sur le reportage, le taux de glucose que l'on mesure est un glucose interstitiel, c'est-à-dire le glucose sous la peau. Ce n'est pas parfaitement le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, mais on a maintenant les corrélations et pour le patient, il peut utiliser cet enregistrement continu pour adapter son traitement. En fait, les deux grands avantages, c'est d'abord voir comment il réagit à différentes situations, comment son équilibre glycémique réagit à différentes situations. Je pense à certains repas, des repas festifs, des jeûnes, ou alors l'activité physique aussi, parce que souvent le patient ne sait pas très bien comment la régulation glycémique s'effectue lorsqu'il fait une activité physique plus ou moins intense ou plus ou moins longue. Et vous pensez bien que plutôt que de se piquer le bout du doigt de très nombreuses fois pour connaître la régulation glycémique dans ces situations, grâce à cet appareil et simplement les graphiques, les flèches de tendance, il peut beaucoup mieux faire le diagnostic de sa régulation glycémique selon ces situations-là et adapter bien entendu son traitement. En fait, il réfléchit un petit peu à sa place finalement, l'appareil, Exactement, c'est-à-dire que, en fait, l'appareil ne donne pas la dose d'insuline à faire qui correspond à cette situation. Mais en tout cas, le diagnostic de la régulation de glycémie est beaucoup plus précis et ça permet au patient une bien meilleure adaptation de son traitement en fonction justement de son mode de vie, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et je vous assure que pour un patient, par exemple, lors de repas différents ou lors d'activités physiques différentes, ou pendant la nuit, ou aussi ce qui se passe pendant la nuit, c'est une grande valeur ajoutée. Alors justement, Paul Escaras, quand est-ce qu'il faut changer l'appareil en fait? On le porte pendant combien de temps? Alors l'électrode qui est fixée en sous-cutané a une durée de vie entre 6 et 7 jours maintenant, en fonction des appareils différents que nous avons vus. Moi je voulais rebondir sur la capacité du patient à anticiper. Sur l'hypoglycémie, sur l'hyperglycémie, sur sa vie quotidienne. Et donc il a presque un coup d'avance sur ce qui va se passer. Donc à nous, en tant que soignants, médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues et autres, à faire accepter au patient cette thérapeutique qui va lui offrir une liberté supplémentaire de vie quotidienne. Ça va améliorer fortement sa vie quotidienne. Et avec ce dispositif, en fait, il peut un petit peu oublier sa maladie finalement. Je pense que les patients qui subissent des pathologies chroniques n'oublient pas leur pathologie. Mais dès qu'on peut leur apporter quelque chose de nouveau, d'innovant, qui leur permet d'obtenir encore plus d'autonomie et de liberté, c'est quelque chose de primordial. Et donc chaque fois que nous proposons ce genre de nouvelles thérapeutiques aux patients, il y a une adhésion immédiate. À part ceux qui sont on a toujours des réfractaires à se piquer, comme je vous disais, parce que chaque cas est un cas particulier. Et donc on n'a pas eu la science infuse ni un type de patient défini. Il faut prendre en éducation chaque patient avec une bonne démarche thérapeutique, identifier les besoins du patient, l'accompagner et donc arriver avec lui jusqu'au but suprême, c'est-à-dire d'être autonome dans la gestion de ses glycémies. Et est-ce que c'est un appareil qui coûte cher? Parce qu'on peut imaginer qu'il peut... C'est un appareil qui coûte relativement cher. Alors, combien? Ça va entre... aux environs de 2000 €. D'accord. Mais par contre, c'est la gestion, on va dire, semainiale des traitements qui est lourde, parce que les électrodes ne sont pas encore remboursées par la sécurité sociale. Donc, elle coûte quand même entre 50 et 70 €.
D'accord, pièces. Donc par semaine, donc ça fait quand même des budgets importants. Ces appareils, en fait, ils permettent en fin de compte d'équilibrer au maximum le diabète, donc d'éviter certaines complications. Alors, quelles sont-elles justement ces complications? On parle de risques cardiovasculaires, de cécité. Il y a deux types de complications dans le diabète. Il y a des complications qui sont spécifiques de l'hyperglycémie, c'est-à-dire de l'excès de sucre. Il y a 3 organes qui sont très sensibles à cet excès de sucre dans le sang. C'est la rétine de l'œil, pour ça que vous parlez de risque de cécité. Il y a le rein, le glomérule du rein, et le système nerveux périphérique. Donc il y a ces 3 tissus qui peuvent être le siège de complications du diabète spécifiquement. Et il y a aussi tout le système cardiovasculaire, c'est-à-dire les artères de plus gros calibre, comme les artères coronaires du cœur, les artères qui vont vers le cerveau, les artères des jambes, qui peuvent être aussi touchées, rétrécies, avec des dépôts au niveau de leurs parois lorsqu'on est diabétique, mais ce n'est pas spécifiquement lié au diabète, c'est souvent des gens qui sont diabétiques plus d'autres facteurs de risque comme l'excès de cholestérol, comme l'hypertension artérielle, comme le tabagisme important. D'accord. Passons maintenant à un autre type de traitement concernant uniquement le diabète de type 2 cette fois. Donc appelé aussi diabète gras, il représente près de 80% des cas de diabète. Je vous propose de regarder ce reportage. Le diabète de type 2 survient lorsque l'organisme devient incapable de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Cette maladie touche davantage les adultes obèses ou ayant un surplus de poids. Depuis 2008, de nouveaux traitements très efficaces ont vu le jour. Aujourd'hui, si vous voulez, on a à notre disposition un panel plus large d'antidiabétiques, d'antidiabétiques oraux, mais aussi des thérapeutiques injectables qui ne sont pas de l'insuline. Ce sont les derniers nés des médicaments commercialisés dans le cadre du diabète de type 2, sont des médicaments qui agissent sur le système incrétine. Les incrétines sont des hormones sécrétées physiologiquement par l'intestin après les repas. Ce sont des hormones qui vont faire sécréter de l'insuline par le pancréas, freiner la sécrétion du glucagon qui est l'hormone pancréatique hyperglycémiante, et qui vont agir aussi sur l'estomac et sur le système nerveux central pour réguler la vidange de l'estomac et le sentiment de satiété. Dans le diabète de type 2, cette sécrétion d'incrétine est perturbée et notamment la sécrétion d'une hormone qu'on appelle le GLP-1 est diminuée. Donc les injections dont je vous parlais sont des analogues du GLP-1 en fait, qui sont résistants à la dégradation par les enzymes qui métabolisent habituellement cette hormone. Grâce à ces analogues du GLP-1 ou incrétine, la sécrétion de l'insuline et du glucagon est régulée pour un meilleur équilibre de la glycémie. Il existe 2 types de traitements, un par injection, l'autre par voie orale, que les médecins utilisent en fonction de l'avancement de la maladie du patient. Le traitement oral va avoir sa place plus tôt dans l'évolution de la maladie, on va dire en association déjà à un seul comprimé, en échec d'une monothérapie, on dit. Et alors que les injections vont avoir leur place un petit peu plus tard, en échec d'une bithérapie. Ces nouveaux traitements offrent aux patients une sécurité supplémentaire en limitant les hypoglycémies, plus fréquentes avec les anciens traitements. Ils permettent également aux patients de stabiliser leur poids, voire de perdre quelques kilos. Les anciens traitements, c'était l'insuline, et ça me faisait trop grossir. Donc le professeur Racaille m'a dit de passer à autre chose. Donc ce n'est pas de l'insuline, mais ça la remplace. Et en même temps, ça me fait perdre du poids. Depuis le début du traitement, j'ai perdu 10 kilos. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de contrainte. Au niveau d'alimentation, il faut que je fasse attention quand même. Donc certains aliments que je ne peux pas manger. Ça c'est un peu dur, mais en fait ça va, on s'y fait. Ces nouveaux traitements ne s'adaptent pas forcément à tous les patients diabétiques, surtout ceux chez qui la maladie est présente depuis de nombreuses années. Quelques effets secondaires sont également constatés. Alors les principaux effets secondaires sont des effets secondaires digestifs, un type de nausée, voire de vomissement. Ce sont des effets secondaires qui sont le plus souvent observés avec les injections qu'avec les comprimés. Et ce sont des effets secondaires qu'on essaye de limiter en augmentant très progressivement la posologie du traitement jusqu'à la posologie optimale efficace. Professeur, on a parlé du diabète de type 1 tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qu'est le diabète de type 2 ? Oui, bien sûr. Le diabète de type 2 est le plus fréquent. Il représente pratiquement 85 à 90% des patients diabétiques. Et lui ne touche pas le même type de personnes.
il touche la personne d'un âge plus avancé, c'est-à-dire après la quarantaine le plus souvent, et souvent des personnes qui ont un mode de vie particulier qui fait en fait le lit du diabète de type 2. C'est une sédentarité, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'activité physique et un certain embonpoint, c'est-à-dire un surpoids, voire même une obésité. Voilà un peu le profil typique d'un patient diabétique de type 2. Je rajoute aussi qu'il y a beaucoup d'antécédents familiaux dans le diabète de type 2 et c'est très nettement une maladie héréditaire. On retrouve très souvent des antécédents familiaux du côté du père ou du côté de la mère de diabète de type 2. Alors justement, comment savoir si on est atteint de diabète? Alors pour le diabète de type 1, c'est relativement facile. Quand vous manquez d'insuline, quand vos cellules à insuline sont détruites, la maladie, entre guillemets, parle assez vite. Vous maigrissez énormément, vous êtes extrêmement fatigué, vous urinez beaucoup et vous buvez beaucoup. Donc voilà un peu les signes cliniques qu'on appelle le syndrome cardinal d'un manque d'insuline quand l'organisme souffre de ce manque d'insuline. Pour le diabète de type 2, je dirais que c'est beaucoup plus difficile car le diabète de type 2 a comme particularité une évolution très silencieuse et je dirais même sournoise pendant quelques années au début de la maladie car l'hyperglycémie n'est pas très importante et le manque d'insuline n'est pas très important. Donc découvrir un diabète de type 2 se fait souvent sous une forme de dépistage chez les patients qui sont à risque, les fameux patients que je vous expliquais tout à l'heure, des gens qui ont des antécédents familiaux de diabète, qui sont en surpoids voilà. Et qui sont très sédentaires. Donc chez des populations comme ça à risque, il faut faire des dépistages du diabète de type 2. Alors dans ce reportage, on a vu qu'il y avait l'incrétine qui faisait moins grossir. Alors justement, comment ça fonctionne ? Alors, ce sont des nouveaux traitements pour le diabète de type 2 et ce ne sont pas des traitements insuliniques, ce ne sont pas des insulines. Tous les médicaments qui utilisent la voie des incrétines, que ce soit sous forme orale ou sous forme injectable, ne sont pas de l'insuline. Ce sont des médicaments qui vont justement stimuler la sécrétion d'insuline qui reste chez le patient. Car dans le diabète de type 2, car ce sont des traitements pour le diabète de type 2 uniquement, il y a quand même la conservation d'une certaine sécrétion d'insuline propre au patient. Et justement, le but de ces traitements, c'est de la stimuler de façon la plus physiologique possible. En fait, ça améliore le travail du pancréas. Exactement. Ça soulage, ça aide le pancréas à fabriquer l'insuline qu'il peut fabriquer. Et par rapport aux autres traitements qui avaient ce mode d'action auparavant, ça se fait de façon glycémie dépendante. C'est-à-dire c'est selon le taux de sucre que vous avez dans le sang que ces médicaments seront plus ou moins efficaces, si bien qu'il y a moins de risque d'hypoglycémie lorsque les médicaments qui stimulent la sécrétion d'insuline le font de façon aveugle, quel que soit le taux de sucre des patients. D'accord. Alors, je me demandais, quand on est atteint de diabète de type 2, Paul Escaras, est-ce qu'on doit éviter de manger certains aliments ? Alors, on doit... Non. Non, tout est permis. Tout est permis chez un diabétique de type 1 ou 2. Par contre, il faut faire attention quand même un petit peu. Le problème, c'est d'être, si on est diabétique, c'est d'avoir des comportements hygiéno-diététiques de qualité. Et donc l'alimentation fait partie de ces règles d'hygiéno-diététique. Et donc avec l'appui d'une diététicienne et un entourage médical, le patient apprend à reconnaître les aliments la quantité d'aliments qu'il doit manger et en même temps la qualité de l'aliment. Après, il n'y a plus d'interdit en diabétologie. Les patients ne sont pas soumis à une double peine ou à une triple peine. Ils ont aussi des exercices à faire au niveau un petit peu sportif pour se maintenir voilà, en forme. Dans le cadre de notre service hospitalier, nous avons maintenant un atelier d'éducation thérapeutique où on propose à des patients de découvrir l'exercice physique des patients de type 2 et donc associer tout cela à la prise en charge du patient, aussi à lui expliquer s'il est sous traitement par incrétine injectable. Aussi, notre boulot, c'est aussi de les aider à accepter la piqûre parce que pour un patient de type 2, ce qui paraît pour lui être très délicat à vivre, c'est un éventuel passage à l'insuline ou à des injections. Et ça, il faut le signaler. C'est beaucoup plus contraignant, oui. Non, ce n'est pas contraignant du tout, parce que c'est la résistance du patient qu'il faut arriver à faire diminuer par l'explication, l'accompagnement, l'écoute, tout ce qu'on peut imaginer comme technique pour aider le patient à arriver à lui-même se prendre en charge. Parce qu'un patient qui va lui-même se passer soit sous incrétine, soit éventuellement sous 1 ou 2 ou 3 injections d'insuline associées ou pas à des comprimés,
on peut très bien, les patients, au bout de 2-3 mois sous injection, quel que soit le type d'injection, ils sont moins fatigués, ils ont une meilleure tonicité, ils retrouvent des activités qu'ils avaient perdues. Ils perdent du poids même, pour certains. Sous les incrétines, oui. Pour l'insuline, je préfère laisser M. Racah répondre. C'est vrai que l'intérêt de ces nouveaux traitements qui utilisent la voie des incrétines, c'est qu'ils ont un effet, surtout pour les formes injectables, de perte de poids. Pour les formes orales, ils sont plutôt neutres sur le poids, ils ne font pas prendre de poids. Le problème que nous avons avec le traitement par insuline, qui, je le rappelle quand même, est parfois utile dans le traitement des patients diabétiques de type 2 qui sont vraiment en déficit d'insuline, ça peut arriver selon le stade évolutif de la maladie. Le problème qu'il faut avoir en tête lorsque vous passez à l'insuline un patient, il faut bien l'encadrer sur le plan diététique, car il y a effectivement un risque de prise de poids sous insuline si le patient n'est pas encadré sur le plan diététique au moment du passage à l'insuline. En revanche, si le patient est bien cadré et qu'il est accompagné sur le plan diététique, on peut limiter de façon très significative la prise de poids sous insuline. En fait, à chaque personne diabétique correspond finalement un traitement bien approprié. Oui, ça je pense que vous avez raison. C'est un message très important dans la diabétologie des années 2010. Il faut, grâce à tous ces nouveaux traitements justement, grâce à tous les nouveaux traitements dont nous disposons, grâce à une meilleure connaissance aussi de la maladie et en particulier du diabète de type 2, je pense qu'on peut vraiment aller vers une personnalisation des traitements en fonction des patients. Et comme le diabète de type 2 est une maladie assez hétérogène et évolutive, il est évident qu'il faudra, en fonction du patient et en fonction de son stade évolutif, juger de la stratégie thérapeutique à proposer pour le patient. Et alors, au niveau des traitements, donc en termes de greffe, où en est-on au niveau des greffes de cellules pancréatiques ? Alors c'est un autre domaine de perspective thérapeutique qui concerne le diabète de type 1. C'est-à-dire que les greffes, qu'elles soient d'organes entiers ou de cellules qui fabriquent l'insuline, ne concernent pour l'instant en France que les diabétiques de type 1. Donc ce que l'on connaît surtout, c'est depuis quelques années les greffes d'îlots de Langerhans, c'est-à-dire les greffes des cellules, uniquement les cellules qui fabriquent l'insuline. On n'est pas obligé de greffer le pancréas en totalité, qui est quand même une technique chirurgicale plus lourde, qui nécessite des traitements anti-rejet plus lourds. Là, ce n'est que la greffe à partir d'un pancréas de donneur des cellules qui fabriquent l'insuline, mais la nécessité tout de même de prendre un traitement anti-rejet. On peut vivre sans son pancréas, en fait. Alors, exactement. C'est-à-dire que le reste du pancréas chez un diabétique de type 1 fonctionne normalement. C'est-à-dire que l'autre fonction du pancréas, surtout d'ailleurs pour la sécrétion des enzymes digestives, de la digestion des aliments, continue à fonctionner. Donc il n'a besoin que des cellules qui ont été détruites qui fabriquent l'insuline. Donc en fait, ces nouvelles greffes sont des greffes uniquement de ces cellules. Du coup, le traitement anti-rejet, comme ça ne concerne qu'un type cellulaire de l'organe, est plus léger. Donc pour le patient, c'est quand même plus facile. C'est sûr qu'il faut apprécier à long terme l'effet, éventuellement les effets secondaires d'un traitement anti-rejet que l'on peut proposer à des personnes assez jeunes, car les diabétiques de type 1 sont quand même souvent assez jeunes, et donc il faut mesurer l'impact d'un tel traitement à long terme, car vous savez que les traitements anti-rejet dépriment un peu l'immunité de l'organisme. On est obligé de leur donner des traitements immunosuppresseurs pour éviter justement le rejet de ces cellules étrangères. Allez, on passe au vrai ou faux. Le diabétique de type 1 doit s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour pour éviter l'hyperglycémie. C'est vrai. Le diabète est une maladie contagieuse. C'est faux. Alors pourquoi justement ? C'est une maladie, comme je vous disais, pour le diabète de type 1, qui est sur un terrain génétique, avec une maladie immunitaire qui détruit les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Donc en aucun cas il y a la moindre contagion dans les mécanismes de cette maladie. Et dans le diabète de type 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mode de vie qui fait le lit du diabète de type 2, la sédentarité, le surpoids, et aussi un petit défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas. Et là encore, ce sont des maladies qui sont plutôt environnementales, génétiques, mais en aucun cas qui ne sont contagieuses.
Le contrôle de l'alimentation et les activités physiques sont souvent suffisantes pour équilibrer le diabète de type 2 lorsque les complications ne sont pas apparues. Oui, on peut dire que c'est vrai principalement au début de l'évolution d'un diabète de type 2. Les mesures d'hygiène de vie seules sont extrêmement efficaces pour contrôler la glycémie d'un patient diabétique de type 2 nouvellement diagnostiqué. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, ceci devient de moins en moins vrai. Il y a la nécessité d'introduire des médicaments. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la santé. À bientôt.